Salam alaikum. On continue notre cours sur les cordes vibrantes et aujourd'hui on va traiter un cas particulier d'onde sinusoïdale monochromatique se propageant sur une corde. Voilà. Alors, on reprend la figure qu'on a utilisée auparavant. Voilà, on a une corde dans le milieu 1 de masse linéique μ1 soumise à une tension T0, une corde dans la région 2 de masse linéique μ2 est soumise à la même tension T0 qui s'étend de 0 à plus l'infini. Alors, à moins l'infini, on va générer une onde incidente de forme sinusoïdale à sinus oméga t plus alpha i. Alors avec alpha i, c'est une phase temporelle. I, c'est pour une onde incidente. Et lorsqu'on va générer à moins l'infini une perturbation transversale, elle va se propager le long de la corde de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini. Alors, on aura une onde incidente avec un déplacement transversal incident qui s'écrit sous cette forme et qui aura la forme mathématique AI. AI c'est l'amplitude, oméga c'est la pulsation, oméga, et avec une vitesse V1 qui se propage dans cette direction avec le signe moins, c'est que l'onde se déplace dans les X croissants. Plus bien sûr alpha i c'est la phase. Et on définit bien sûr dans le cas d'une onde sinusoïdale un nombre d'ondes K1 égale à oméga sur V1, c'est la relation de dispersion d'une corde. Voilà. Ben, la remarque qu'on donne ici, c'est que l'onde sinusoïdale de pulsation oméga bien définie est dite onde monochromatique. Voilà, mono c'est pour une seule, chromatique c'est la fréquence. Voilà, elle a une fréquence unique oméga. Alors, il est utile d'écrire l'onde incidente I en représentation complexe. On a l'habitude d'utiliser cette notation complexe YI tilde. Tilde, c'est pour dire que c'est une forme sinusoïdale, c'est une forme complexe. Avec AI, c'est un nombre complexe, AI qui est égal à I, l'amplitude ou le module d'un nombre complexe avec sa phase. Avec AI, le module appartenant à R+, nombre réel. Alors, on écrit ça, la forme de notre onde incidente sous cette forme complexe au lieu de cette écriture pour les raisons suivantes. Voilà. C'est que selon l'identité de l'air, exponentielle g θ égale à sinus θ plus j cosinus θ avec j au carré égale à moins 1, on a utilisé ici j au lieu de i. C'est que la forme que nous obtenons dans la région 1, AI sinus oméga t plus moins x sur vi plus alpha i, n'est autre que la partie imaginaire de cette forme complexe. C'est-à-dire que dans le laboratoire, dans la réalité, on a généré cette forme-là, sinus qu'on peut voir, mais on va utiliser cette astuce-là, mathématique, voilà, en écrivant notre forme sous la forme d'une fonction exponentielle pour simplifier les résultats, pour simplifier les calculs. Voilà. Alors, on a remarqué que YI est la partie imaginaire de YI tilde x de t. Voilà. Autre avantage de l'utilisation de cette fonction complexe, c'est que la différenciation et l'intégration de la fonction complexe ijθ se fait juste par la multiplication ou la division par j. Et vous pouvez vérifier ça. La dérivée de cette fonction complexe, vous multipliez juste par j. Vous faites l'intégration de la fonction, c'est de faire
une multiplication par 1 moins j. Voilà. C'est-à-dire ici, c'est qu'on ne change pas de fonction, c'est-à-dire en dérivant exponentielle j de θ, on tombe juste sur la fonction elle-même. Alors que pour, par exemple, sinus et cosinus, si vous faites la dérivée de sinus θ, vous allez avoir cosinus. Si vous allez faire l'intégration de cosinus, vous allez avoir sinus. Vous changez de fonction. Voilà. Alors, un autre avantage, c'est que l'amplitude complexe AI égale à AI exponentielle I alpha permet d'introduire une phase de manière compacte. Voilà. C'est-à-dire, on va utiliser juste AI. Voilà. Et sous-entendu que AI tilde égale à AI exponentielle I θ. Alors, I ici, normalement, c'est J. Voilà. Prendre la partie réelle ou imaginaire d'une fonction complexe est une opération qui commute. C'est-à-dire que si vous prenez la partie réelle de la somme de deux fonctions complexes, et bien c'est juste la somme des parties réelles. Voilà, c'est ça la définition d'un opérateur qui commute. Voilà. Vous pouvez aussi constater que la partie réelle de la dérivée de exponentielle gθ n'est autre que la dérivée de la partie réelle, égale à moins sinus θ. Alors c'est pour ces raisons-là qu'on va utiliser, au lieu de la forme sinus, on va utiliser la forme exponentielle. Et en fin de calcul, on va retourner vers la forme réelle de notre onde. Voilà. Alors il faut faire attention, c'est-à-dire que cette commutation n'est pas applicable pour le cas de produit, c'est-à-dire que la partie réelle des produits de deux fonctions n'est pas égale au produit des parties réelles. Voilà. Alors, on va utiliser la représentation complexe et l'onde incidente YI donne naissance à une onde réfléchie parce qu'il y a une discontinuité dans le milieu. Voilà. C'est que dans le milieu 1, il y aura une onde réfléchie qui aura la forme G1 avec un plus parce que c'est dans les X décroissants avec la même vitesse V1 parce qu'on est toujours dans le même milieu. Et on aura AR exponentielle G oméga de t plus K1X. C'est une amplitude, c'est-à-dire l'onde réfléchie va avoir une amplitude, pas forcément AI. Elle aura AR avec un plus parce que c'est dans les X décroissants, K1 parce que c'est la même vitesse et oméga parce que le milieu est soumis à une oscillation oméga. Voilà. Et une onde transmise Y de Tx qui aura la forme de F2, voilà, avec une vitesse V2, voilà, parce qu'on a changé de région, le milieu 2, la région 2, avec un signe moins parce que c'est croissant, dans les X croissants. Bien sûr avec une amplitude AT, avec la même pulsation oméga, et avec K2 parce qu'on a changé de vitesse. Avec bien sûr la relation de dispersion K2 égale à oméga sur V2. Voilà. Mais on sait que à l'interface, on a vu la fois passée ces relations que G1 de T égale à V2 moins V1 sur V2 plus V1 F1 de T égale à R F1 de T. R, c'est, on a appelé le coefficient de réflexion pour l'amplitude. Avec bien sûr R qui peut prendre des valeurs moins 1 et entre moins 1 et 1. Voilà. Alors il faut remarquer ici que cette formule de R en fonction des vitesses n'est possible que si les deux cordes sont soumises à la même tension. Et on va voir le cas général après. Voilà. Mais l'essentiel pour nous, c'est que la fonction en x égale à 0, la fonction de l'onde réfléchie égale au coefficient de réflexion fois la fonction incidente au point x égale à 0. De même, on a f2 de t, c'est-à-dire la fonction de la forme transmise en x égale à 0 égale à cette expression-là
en termes de vitesse, fois f1 de t, et on appelait ça le coefficient de transmission, voilà, pour l'amplitude, avec t qui est inclus entre 0 et 2, c'est le coefficient de transmission pour l'amplitude. Voilà, ces résultats, on les a trouvés la fois passée. Alors, maintenant, puisque nous utilisons des fonctions sinusoïdales, on va remplacer dans les expressions de y, voilà, on va remplacer ici x par 0 et x par 0, et on aura, voilà, g de 1 de t égale à r à i exponentielle g oméga de t, parce que c'est la forme de f1 de t, r f1 de t, g1 de t égale à r f1 de t, ce qui donne, puisque exponentielle g oméga de t saute, on aura l'amplitude réfléchie en notation complexe égale à r fois AI. AI, c'est l'amplitude de l'onde incidente. De même, on a Y, alors normalement ici c'est T, F2 de T égale à AT exponentielle G oméga de T, et on aura T AI exponentielle G oméga de T. Bien sûr, G exponentielle G oméga de T saute, et on aura AT, l'amplitude complexe de l'onde transmise, égale à au produit du coefficient de réflexion fois l'amplitude incidente. Voilà. Maintenant, puisque dans la région 1 qui s'étend de moins l'infini à 0, on aura la superposition de deux ondes, l'onde incidente et l'onde réfléchie, on aura ce résultat-là. C'est l'onde incidente, AI exponentielle G moins K1X, plus AR, on l'a remplacé par RAI, exponentielle G oméga de T, plus K1X. Dans la région 2, il n'existe qu'une seule onde, c'est l'onde transmise, c'est pour ça Y2, c'est-à-dire le milieu, la région 2, égale à Y tilde T, égale à T AI exponentielle G oméga de T moins K2X. Voilà. Alors, vous pouvez constater vous-même que les ondes dans les deux régions Y1 et Y2 dépendent de R et des valeurs de R et de T. Bien sûr, elles dépendent de oméga K, mais elles dépendent plus spécialement des valeurs de coefficient de transmission et de réflexion pour l'amplitude. Voilà. Alors, on va reprendre les relations de Fresnel, c'est-à-dire les formes des coefficients de transmission et de réflexion, pour le cas où les deux cordes sont soumises à la même tension, T0. T1, c'est la tension à laquelle est soumise la corde dans la région 1. T2, c'est la tension à laquelle est soumise la corde dans la région T2, égale à T0. Voilà. Alors, il y avait deux conditions de raccordement, on dit de raccordement ou de passage entre les deux régions. C'est que à x égale à 0, les deux fonctions y1 et y2 sont égaux. C'est-à-dire le déplacement transversal en x égale à 0 est le même. Alors, on va remplacer ici x en x égale à 0. On aura AI exponentielle G oméga de t plus RAI exponentielle G oméga de t égale au déplacement transversal dans la région 2, c'est-à-dire TAI exponentielle G oméga de t. C'est ce qu'on a trouvé ici. Voilà. Maintenant, exponentielle G oméga de t et AI saute, on aura 1 plus R égale à T. C'est la relation qu'on a trouvée dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire le coefficient de transmission, c'est 1 plus R. Maintenant, pour le cas, la deuxième condition, c'est-à-dire en x égale à 0, alors la fois passée, j'ai dit que c'était les pentes, mais en réalité, pourquoi j'ai dit que c'était juste les pentes? Parce que les deux
cordes sont soumises à la même tension. C'est-à-dire, même si on écrit ces deux formes-là, T0 saute et on aura des dérivés par rapport à X, c'est-à-dire les pentes. Mais en réalité, ce sont les forces en X égale à 0, de part et d'autre, c'est-à-dire en 0 plus et 0 moins, qui sont les mêmes. Voilà, et on va appliquer ça. Alors, la force qui s'applique à c'est-à-dire venant de la région 1 vers X égale à 0, c'est celle-là. C'est moins T0, la dérivée de Y1 par rapport à X. Elle doit être égale, en X égale à 0, de la force qui s'applique sur la corde 2 en X égale à 0. Voilà, c'est ça la vraie condition de raccordement. Bien sûr, si vous faites le calcul de cette dérivée par rapport à X, voilà, c'est-à-dire vous allez dériver ça par rapport à X, et bien vous aurez moins JK1 A1, et vous dérivez ça par rapport à X1, vous allez avoir JK1 R AI, voilà, vous multipliez par moins T0, voilà, vous faites la même chose pour Y0, Y2, alors ici c'est X, voilà, c'est-à-dire vous devez dériver puis remplacer, voilà. Et bien, vous tombez normalement sur cette forme. On peut la simplifier encore. Bien sûr, T0 saute des deux côtés. Les AI sautent. Voilà. Les J sautent. Les exponentielles J oméga de T sautent. Et on aura, en fin de compte, une relation plus simple. C'est que K1 moins K1 R égale à K2 fois T. Rappelons, ce K1 c'est le nombre d'ondes pour les régions 1, K2 c'est le nombre d'ondes pour la région 2. Alors un simple calcul vous donne 1 moins R égale à K2 sur K1 fois T. Voilà, on aura deux expressions, 1 plus R égale à T et celle. Alors bien sûr, si on veut calculer, avoir les expressions de T et de R, on va faire la somme des deux expressions. 1 plus R, 1 moins R, ça donne 2. Et on aura, voilà, 2 égale à T fois 1 plus K2 sur K1. En fin de compte, le coefficient de transmission pour l'amplitude sera écrit sous cette forme, 2K1 sur K1 plus K2. Alors, on aura R égale à 1 moins T. Alors, avec un calcul simple, vous donne R égale à K1 moins K2 sur K1 plus K2. Voilà. Ce sont les formes, les relations de Fresnel, c'est-à-dire R et T, en fonction des nombres d'ondes. Voilà. Bien sûr, K1 égale à 2pi sur lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde. Maintenant, on peut vérifier avec, sachant que, c'est-à-dire la relation de dispersion K1 égale à oméga sur V1, K2 égale à oméga sur V2, et que les deux cordes sont soumises à la même tension, voilà, on aura aisément R égale à V2 moins V1 sur V1 plus V2 et T égale à 2V2 sur V1 plus V2. Comme on peut les écrire sous forme de, en termes d'impédance. On a les relations qui relient l'impédance à la vitesse. Voilà. Alors, maintenant, avant de passer d'avancer sur le cas des transmissions et de réflexion sur une corde, pour une corde sinusoïdale, j'aimerais bien définir un concept très important, en l'occurrence l'impédance en un point X du milieu. C'est-à-dire que la fois passée, on a défini pour une corde une propriété ou une grandeur importante pour la corde, c'est l'impédance caractéristique qui est une identité de la corde. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on génère une onde et elle se propage dans une corde, il va y avoir comme une résistance à la propagation qui est quantifiée par une impédance. Par exemple, c'est le cas d'un circuit électrique. Lorsqu'on applique une tension à un circuit, alors il y aura une résistance au passage du courant.
ce passage de courant et la résistance, elle est représentée par R, ou plus généralement, par exemple, si on a un circuit avec des capacités et des bobines, on aura une impédance. Voilà. Mais généralement, l'impédance, c'est quoi? C'est l'excitation sur la réponse. Alors, pour quelque chose de mécanique, voilà. L'excitation, c'est quoi? On a un point, voilà. C'est la force appliquée en un point par une partie de la corde. Elle fait osciller le point, la matière en X, de haut en bas. C'est-à-dire que cette partie-là a une vitesse transversale. C'est-à-dire suivant Y. Il faut faire la différence entre la vitesse transversale et la vitesse de propagation. Alors ici, on travaille avec la vitesse transversale d'oscillation. Voilà, c'est ça là, la définition d'une impédance. Mais en tout point X. Voilà. Alors bien sûr, f de y, elle est donnée par cette expression-là, moins t0, la dérivée de y par rapport à x. La vitesse transversale, c'est la dérivée de y par rapport à t. Bien sûr, si on fait les calculs de ces deux dérivés, on aura ces expressions-là. C'est simple à vérifier. Voilà, Z1. C'est pour ça qu'on a écrit Z1 de X. Voilà. Alors, c'est l'impédance dans la région 1. Elle dépend de X, puisque, voilà, le X figure dans cette expression. Alors, on aura Z1 de X égale à, voilà, c'est cette expression-là. En fin de compte, on aura Z1 de X égale à T0 K1 sur oméga fois cette expression-là. Maintenant, on sait que T0 sur K1 sur oméga, ce terme-là égale à T0 sur V1. Voilà, K1 sur oméga, c'est V1. Égale à T0 racine de mu1 T0. Et on aura T0, la racine carrée de T0 mu1, qui n'est autre que l'impédance caractéristique. Voilà. C'est-à-dire qu'on a deux grandeurs physiques. Une impédance caractéristique qui représente une grandeur intrinsèque à la corde, alors que Z1 de X dépend de la position où l'on s'intéresse. Voilà. Ce qui donne, alors l'impédance Z1 dans la région 1 en fonction de X égale à, voilà, si on multiplie par exponentielle GK1X, on aura ZC1 fois 1 moins R2 GK1X sur 1 plus exponentielle de GK1X. Voilà. Alors, on peut considérer, voilà, c'est le sens physique de, c'est quoi Z1X? Alors, on peut considérer que la partie de la corde moins l'infini à X, siège d'une onde, génère un déplacement transversal en X. Alors, elle va générer un déplacement par une force. Le système va s'opposer à cette force, voilà, par une impédance Z1 au point X. Voilà, c'est ça la définition de l'impédance qui dépend de la position. Voilà. Maintenant, pour de même, on peut définir Z2 égale à moins T0, la dérivée de Y2 par rapport à X sur la dérivée de Y2 par rapport à T. Maintenant, dans la région 2, on a juste une seule onde transmise. On aura cette expression-là. Bien sûr, après un calcul simple, vous tombez sur T0 K2 sur oméga, Z égale à ZC2. C'est l'impédance caractéristique de la corde dans la région 2. Voilà. Alors, une conclusion importante, c'est-à-dire si vous voulez trouver l'impédance caractéristique d'une corde, eh bien, vous générez une seule onde. C'est-à-dire, vous prenez une corde qui est semi-infinie, c'est-à-dire qu'elle peut s'étendre de 0 à moins l'infini, et vous calculez l'impédance. C'est-à-dire,
vous négligez la forme réfléchie de la corde. Voilà, ça, le résultat qu'on tire de cela. Alors, après qu'on ait étudié la transmission et la réflexion de la corde sur une onde sinusoïdale, alors on va traiter 5 cas de valeurs de R. C'est-à-dire, selon ces valeurs de R, on va voir qu'est-ce qu'une onde incidente donne comme onde réfléchie et onde transmise dans le milieu selon la valeur de R, c'est-à-dire le coefficient de réflexion. Pardon. Et on va traiter 5 cas. Voilà. Le premier cas, c'est lorsque le R est nul. Le deuxième, c'est lorsque R égale à moins 1. Le troisième cas, c'est lorsque R égale à 1. Le quatrième cas, c'est lorsque R est compris entre moins 1 et 1. Et enfin, c'est lorsque quand le coefficient de réflexion est de valeur complexe, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire sous cette forme. Et on aura l'occasion de voir un cas où le coefficient de réflexion est complexe. Voilà. Alors on va commencer par le premier cas, c'est lorsque R est nul. Voilà. Alors maintenant, si R égale à 0, on va remplacer dans l'expression de T qui est égale à 1 plus R. Alors on place R par 0, on aura T égale à 1. Alors bien évidemment, R égale à 0, c'est-à-dire il n'y a pas de réflexion. Voilà, dans la région 1, qui s'étend de moins l'infini à 0, et bien on remplace R par 0, on aura juste l'onde incidente AI exponentielle J oméga de T moins K1X. Dans la région 2, qui s'étend de X et qui s'étend de 0 à plus l'infini, l'onde transmise est de même amplitude que l'incidente, puisque T égale à 1, et bien on aura Y de T qui est égal à Y2, qui est égal à AI exponentielle J oméga de T moins K2X. Voilà. Maintenant, on va traiter un cas général où les deux cordes sont soumises à des tensions différentes. La première, c'est-à-dire la région 1, elle est soumise à une tension T1. La deuxième, elle est soumise à une tension T2. Et on va voir qu'est-ce que cela donne comme expression de coefficient de réflexion et de transmission. Bien sûr, on va utiliser les conditions de raccordement ou de passage à l'interface en x égale à 0. Alors la première, c'est que les deux déplacements transversaux sont égaux, y1 de 0 égale à y de 0, quel que soit t. Bien sûr, on va laisser le r dans le cas général, puis on va remplacer r par 0. Voilà. Alors, AI exponentielle J oméga de t plus R AI exponentielle J oméga de t, puisqu'on a remplacé x par 0, on aura, voilà, TU égale à t, et on aura là la fameuse relation 1 plus R égale à t. Voilà. Maintenant, pour la deuxième condition, voilà, c'est que ce sont les forces de part et d'autre de l'interface qui sont les mêmes, en x égale à 0. Et bien, cette fois-ci, la tension change. Voilà, la corde dans la région 1, elle est soumise à une tension T1, alors que la corde dans la région 2, elle est soumise à une tension T2. Voilà. Et T1, T2 ne sautent pas. Voilà. Et bien, on aura bien sûr, vous allez écrire Y1, vous avez la relation, l'expression voilà. Vous avez les expressions, voilà. Vous pouvez, voilà, par un calcul simple, trouver cette expression-là. Et la dérivée de y par rapport à, alors c'est x, vous remplacez par 0, vous avez la relation, voilà. C'est comme auparavant, sauf que ici c'est T1 au lieu de T0, T2 au lieu de T0. Voilà. Alors on aura après élimination, voilà, on aura T1 fois K1 moins K1R égale à T2 K2T. On aura 1 moins R égale à T2 K2 sur T1 K1
t. C'est juste la même relation qu'on a retrouvée auparavant, mais avec t2 sur t1. Voilà. Bien sûr, on fait la somme des deux expressions 1 plus r égale à t et celle-là. On aura 2 égale à t fois 1 plus t2 k2 sur t1 sur k1. Et en fin de compte, on aura l'expression de t égale à, voilà, 2t2 k1 sur t1 k1 plus t2 k2. De même, r égale à 1 moins t, voilà, 1 moins cette expression-là. Et on aura r qui est égal à t1 k1 moins t2 k2 sur t1 k1 plus t2 k2. Voilà. C'est dans le cas général. Mais on sait par exemple que K1, c'est la relation de dispersion oméga sur V1 qui est égale à oméga sur fois la racine carrée de T1 sur, alors c'est l'inverse ici, parce que V1 elle est au dénominateur, c'est mu1 sur T1 et K2 égale à oméga mu2 sur T2. Voilà, vous devez vérifier ça. Maintenant, R, voilà la bonne expression, T1 fois mu1 sur T1, moins T2, la racine carrée de mu2 sur T2, voilà. Et après calcul, voilà, parce que T1, on fait entrer le T1 dans la racine carrée, on aura la racine carrée de T1 mu1 moins la racine carrée de T2 mu2, qui n'est autre que l'impédance caractéristique de la corde dans la région 1 et l'impédance caractéristique de l'onde dans la région 2. Voilà. En fin de compte, bien sûr, vous pouvez calculer le T. Voilà. Vous pouvez calculer le T de la même manière, mais on s'intéresse plutôt à R. Voilà. R égale à ZC1 moins ZC2 sur ZC1 plus ZCC2. Alors, pour R égale à 0, les impédances caractéristiques des deux cordes doivent être égales. Pour que R égale à 0, il faut que ZC1 égale à ZC2, pour qu'il n'y ait pas de réflexion. Alors, dans la littérature, on appelle ça une adaptation parfaite de l'impédance. D'ailleurs, on aura l'occasion de traiter ça avec plus de détails, mais c'est le terme qu'on utilise dans ce cas-là. C'est-à-dire, on a adapté l'impédance du milieu 2 pour qu'il n'y ait pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion. C'est-à-dire, l'onde incidente, elle est totalement transmise. C'est pour ça qu'on dit que l'adaptation, elle est parfaite. Alors, on peut retrouver ce résultat en remplaçant R égale à 0 dans les expressions ci-dessus pour X égale à 0. C'est-à-dire on va utiliser les expressions des impédances en un point X pour retrouver notre cas. Voilà. Alors, on a trouvé déjà que Z1X égale à cette expression-là et Z2X égale à ZC2. Mais puisque en X égale à 0, l'impédance est la même, puisqu'il s'agit du même point, X, et bien, on doit avoir Z1 de 0 qui doit être égal à Z2, 0. Mais pour Z1 de 0, on aura R égale à 0. Voilà. Sans remplacer par X, on aura R égale à 0. Et bien ZC1 fois 1 sur 1 égale à ZC1. Alors que Z2, 0, elle est tout le temps égale à ZC2. Et bien on retrouve que ZC1 égale à ZC2. Voilà. Vous voyez l'utilité de cette expression-là. Maintenant, il faut faire attention. C'est-à-dire que si les deux impédances des deux cordes sont les mêmes, cela ne veut pas dire que les vitesses de propagation dans les deux régions soient les mêmes. Et bien, en partant de ZC1 égale à ZC2, voilà. Alors, on fait entrer T1 au carré ici. On multiplie par T1, on divise par T1. Voilà, égale à la racine carrée de, on multiplie par T1 et on divise par T1. On aura T1 qui sort, T2 qui sort. Voilà. Et mu1 sur T1, la racine carrée de mu1 sur T1, c'est l'inverse de la vitesse. On aura
de ce côté-là T1 sur V1 et de l'autre côté, on aura T2 sur V2, ce qui donne que V2 égale à T2 sur T1 V1, et puisque T2 est différent de T1, eh bien, la vitesse dans la région 2 est différente de la région V1. Voilà, c'est très important. Eh bien, pour l'adaptation, c'est-à-dire le résultat qu'on tire de ce résultat, c'est que on peut donc avoir une réflexion nulle à l'interface pour deux cas. Soit le cas évident, c'est qu'on doit joindre deux corps de même propriété physique, c'est-à-dire T1 égale à T2 et de la même masse linéaire, mu1 égale à mu2. C'est comme si on a joint deux cordes similaires. Voilà, c'est le cas évident. Mais il y a un autre cas bien particulier, c'est que on peut joindre deux cordes de propriétés physiques différentes, c'est-à-dire elles sont soumises à deux tensions différentes, deux masses linéaires différentes, mais à condition que T1 fois mu1 égale à T2 fois mu2, et on aura une réflexion nulle. Voilà. Ce sont deux cas pour cette fameuse adaptation parfaite de l'impédance. Alors techniquement, comment on peut réaliser ça, c'est-à-dire avoir deux cordes soumises à deux tensions différentes, et bien on peut les attacher à un anneau, voilà, au milieu, les deux cordes. Celle-là est soumise à une tension T1, celle-là est soumise à une tension T2. On va les attacher à un anneau, on va considérer sans masse et qui peut glisser de haut en bas sans frottement le long d'une tige. Voilà. Voilà comment on peut techniquement réaliser ce cas. Voilà. Alors, la prochaine fois, on va traiter les autres cas de valeur de coefficient de réflexion. On s'arrête à ce niveau. Merci.